Baie de goji, acérola ou guarana, tous les magazines en parlent. Ils envahissent les pharmacies et les magasins bio. Les Américains les ont baptisés les super fruits, des fruits exotiques qui auraient de super pouvoirs, anti-vieillissants, bourrés de vitamines et d'éléments énergisants. Donc j'en prends 2 petites cuillères le matin et je me sens bien, je me sens détendue, mais avec toutefois quand même une bonne énergie toute la journée. Mais quels sont les réels bienfaits de ces super fruits? N'avons-nous pas dans notre alimentation quotidienne des fruits aux mêmes promesses de santé? Un magasin de produits bio à Paris. Pour Alexandre, son propriétaire, ces super fruits sont incomparables. Le baie de goji, un fruit qui est considéré comme un vrai miracle de la nature, bourré des antioxydants, des vitamines, etc. Le goji est un petit fruit rouge qui ressemble à une cerise allongée. D'origine tibétaine, cette baie serait source de longévité car elle est riche en vitamine C et en carotène, 2 antioxydants puissants. Maintenant, qu'en est-il de l'acérola? Le fruit d'acérola, c'est considéré et c'est confirmé comme le fruit le plus riche en vitamine C. C'est une cerise des Caraïbes. Comme le goût de l'acérola est très acide, on le retrouve sous forme de poudre ou de comprimé à croquer. Le guarana, lui, vient du Brésil, vendu sous forme liquide, de poudre ou de comprimé. Il est aussi très riche en vitamines, mais surtout, il est bourré de caféine. Point commun de ces super fruits, ils sont très riches en micronutriments, vitamines B, C, E et carotène, qui font tous partie de la famille des antioxydants dont tout le monde parle. Mais savez-vous ce qu'est un antioxydant? Dans les cellules qui composent tous les organes de notre corps évoluent des radicaux libres. Ce sont eux qui provoquent l'oxydation, c'est-à-dire le vieillissement de nos cellules. Pour détruire ces radicaux libres, notre organisme produit des antioxydants, en grande partie grâce à notre alimentation. Ce sont ces antioxydants qui, en détruisant les radicaux libres, permettent à nos cellules de moins s'oxyder et donc de vivre plus longtemps. Direction le laboratoire de pharmacognosie de Paris pour vérifier les capacités antioxydantes de ces super. Donc, la solution de goji. Le chercheur prépare des extraits de baie de goji, de guarana et d'acérola à quantité égale. On va maintenant rajouter un volume identique de notre solution qui contient nos radicaux libres et on va voir si nos extraits de fruits sont capables de neutraliser les radicaux libres. Et la couleur violette, témoin de la présence des radicaux libres, disparaît bien sous l'action des superfruits. Nous voyons que nos différents extraits ont bien neutralisé la quantité de radicaux libres qu'on a additionnés et que, bien entendu, notre témoin qui n'est absolument pas antioxydant n'a pas du tout neutralisé ces radicaux libres. On le voit grâce à cette expérience, le goji, l'acérola et le guarana ont donc des pouvoirs antioxydants. Mais si ce phénomène fonctionne en laboratoire dans un tube à essai, qu'en est-il dans notre corps? Pour Luc Sinobert, professeur en nutrition, l'efficacité des superfruits dans notre organisme n'est pas encore prouvée scientifiquement. À l'heure actuelle, on vend beaucoup de ces produits, la baie de goji, le noni, le grenadier, etc. Mais on ne sait pas si réellement il y a un intérêt à absorber ces produits par rapport à nos produits traditionnels. Donc moi, jusqu'à preuve du contraire, je dis, on vend du rêve. Dans notre alimentation traditionnelle, on a d'excellents produits, comme par exemple la tomate, comme la carotte. On peut multiplier les exemples d'aliments qui contiennent en très petite quantité des substances antioxydantes extrêmement fortes. Pour vous le prouver, direction l'Institut Polytechnique de Beauvais. Frédéric Tessier, chercheur en biochimie, va comparer la teneur en micronutriments de ces superfruits à celle d'aliments courants. Aujourd'hui, on va doser la vitamine C dans cette orange, dans ce comprimé. Donc, on va dissoudre la vitamine C de ce comprimé d'acérola. Nous allons comparer la présence de vitamine C dans une orange et dans l'acérola. Puis le taux de carotène dans la baie de goji et dans les carottes. Enfin, le taux de caféine dans le guarana par rapport à celui d'un café. Premier résultat entre orange et acérola.
Ici, on voit déjà le résultat. Le résultat en bleu correspond à une orange, l'analyse d'une orange. Et ici, le résultat en jaune correspond à l'analyse d'un comprimé d'acérola. Impressionnant. Mais attention, nos besoins quotidiens en vitamine C n'excédant pas 110 mg, il faut bien, comme indiqué sur la notice, n'avaler qu'un quart de comprimé par jour. Un quart de comprimé équivaut alors à 2 oranges. Pas d'inquiétude, si l'on consomme trop de vitamine C, le surplus est directement éliminé par notre organisme. Deuxième expérience, le dosage de carotène dans la baie de goji et dans la carotte. Après extraction complète des caroténoïdes, aussi bien des baies de goji que des carottes, les résultats en chromatographie nous permettent de voir que systématiquement nous avons ici du bêta-carotène dans les 2 échantillons. Inutile de faire importer des produits, on parle d'écologie aujourd'hui, inutile de faire transporter des produits à travers le monde, alors que sur notre territoire, nous avons déjà tous les nutriments et micronutriments qui sont nécessaires à notre santé. Quant à la caféine du guarana, elle équivaut à celle de 3 tasses de café. En les buvant, vous aurez donc la même sensation qu'en avalant un comprimé de guarana tous les matins. Ces superfruits ne peuvent donc pas vous faire de mal, mais pour trouver tous ces micronutriments, pourquoi ne pas privilégier une alimentation variée en fruits et légumes de saison? C'est bon et ça coûte moins cher. C'est compris ou on vous la refait? Manger des carottes une première, ça tourne. À l'hôpital de Limoges, dans le service de chirurgie, un ingrédient pas tout à fait comme les autres se trouve parmi les traitements. Et ce n'est ni un médicament ni une pilule. Donc nous avons du miel qui se présente en pot, du miel de thym qui a des vertus antiseptiques et qui accélère la cicatrisation. Vous avez bien entendu, on peut aujourd'hui soigner certaines blessures grâce au miel. Cicatrisant, antiseptique, antibactérien, vous allez découvrir les super pouvoirs du miel qui vous font du bien de la tête aux pieds. Dans les laboratoires du CHU de Limoges, les chercheurs analysent le miel pour en identifier tous ses bienfaits. Historiquement, le miel est une substance naturelle qui, depuis des millénaires, est utilisée par l'homme pour ses propriétés antiseptiques, c'est-à-dire désinfectantes. Les plaies peuvent cicatriser plus vite, mieux, avec des aspects qui sont beaucoup plus jolis. Les scientifiques sont formels. Le miel permet d'accélérer la cicatrisation de la peau. Démonstration avec le professeur Desmoulières à partir d'un échantillon de peau artificielle. Grâce à ce montage de peau reconstruite in vitro, nous pouvons étudier les mécanismes par lesquels le miel peut agir. Pour observer comment les cellules de la peau se reconstruisent, on dépose un petit échantillon de peau sur un milieu nutritif dans 2 boîtes. Dans l'une d'elles, on ajoute une dilution de miel. Au bout de 10 jours, la peau traitée avec le miel se reconstruit plus rapidement. Ce cercle autour du petit morceau de peau, ce sont des cellules de peau qui se sont développées. Mais le miel, ça ne marche pas uniquement dans les laboratoires sur de la peau artificielle. Il peut être très efficace à la maison pour cicatriser des petites blessures. En l'état actuel des connaissances, bien sûr, le miel à la maison peut être utilisé sur des petites brûlures ou des toutes petites plaies. Mais bien sûr, si la plaie est plus importante ou la brûlure plus profonde, il faut rapidement aller voir son médecin. Le miel est donc un excellent cicatrisant, mais c'est également un très bon antibactérien. Dans le laboratoire voisin, on fait disparaître les bactéries grâce au miel. On s'est rendu compte que le miel pouvait avoir un effet antibactérien, tout simplement en utilisant des microbes qu'on va rencontrer sur la peau, sur les plaies, et on a testé donc l'efficacité de ce miel. Démonstration quand on dépose des gouttes de miel sur des bactéries. Après 24 heures d'incubation, nous nous apercevons qu'il y a absence de bactéries tout autour des puits de miel. Donc vous obtenez quelque chose de comparable à ce qu'on retrouve lorsqu'on teste l'activité des antibiotiques au regard des différentes bactéries. À peine croyable, le miel a les mêmes effets sur les bactéries que des antibiotiques. Voilà pourquoi on recommande d'avaler une cuillère de miel pour soigner ses maux de gorge. Cependant, l'action du miel n'est que locale, contrairement à un antibiotique qui lui agit dans tout le corps. Et ce qui lui donne ses pouvoirs, ce sont des actifs spécifiques. Dans le miel, on trouve de l'eau oxygénée, une substance désinfectante qui lui donne ses propriétés cicatrisantes et antibactériennes. On y trouve aussi des sels minéraux, des antioxydants et même des antibiotiques naturels.
Ce sont donc que des substances naturelles qui ont pour origine soit une plante, soit le travail digestif de l'abeille, en fait, et qu'on va retrouver préservé, protégé à l'intérieur du miel. Mais le miel est composé en majorité d'eau et surtout de fructose, le sucre des fruits apporté par le nectar, le jus des fleurs. Et c'est ce fructose qui permet au miel de remplacer efficacement le sucre en poudre. Patrice Percy-Dussert, ingénieur agricole, nous confirme que c'est le sucre idéal. C'est du sucre moins sucré que le sucre. Miel. Le fructose du miel est digéré lentement dans notre organisme. Son énergie est libérée progressivement. Il ne provoque donc pas de coup de fatigue, ce qui n'est pas le cas du sucre en poudre par exemple, qui lui est assimilé très rapidement et libère toute son énergie d'un seul coup. Au petit déjeuner, préférez donc le miel à la confiture ou à la pâte à tartiner. Vous éviterez ainsi le coup de barre de 11 heures. En plus, le miel est 30% moins calorique que le sucre. Le miel a un côté très protecteur au niveau de la santé. Le miel provoque des baisses du mauvais cholestérol, une augmentation du bon cholestérol. Ça n'use pas l'organisme comme le sucre. Cicatrisant, antibactérien, antibiotique, plein d'énergie et bon pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, prendre une cuillère à soupe de miel par jour, c'est un moyen naturel de rester en forme. Et puis, n'hésitez pas à vous tartiner de miel de la tête aux pieds. Les professionnels de la beauté le savent. En massage, le miel peut gommer votre peau, l'hydrater et la laisse douce et soyeuse. Chaque année en France, nous consommons 50 kg de pommes de terre par personne. C'est notre féculent préféré. Mais qu'y a-t-il dans une pomme de terre? Comment parvient-on à la transformer en flocons déshydratés et même plus étonnant, en plastique ou en colle? Vous allez découvrir les secrets insoupçonnés de ce tubercule si familier. Chez Julie, on mange des pommes de terre 3 fois par semaine. Et pour les préparer, elle n'est jamais à court d'idées. Je les mange à l'eau, avec un peu d'huile d'olive quand je fais du poisson par exemple. Ou sinon, quand j'ai un peu de temps, je les fais revenir à la poêle, avec un peu de beurre, un peu de persil. Il existe environ 3000 variétés de pommes de terre. Mais de quoi sont-elles composées? Réponse avec Michel Martin, ingénieur agronome. Un tubercule de pomme de terre, c'est composé à 80% d'eau et à 20% de matière sèche. Et c'est dans cette matière sèche que se cache une molécule au pouvoir ultra rassasiant. C'est l'amidon de pomme de terre. C'est un sucre complexe, c'est de l'énergie qui va se libérer progressivement dans le corps. Contrairement au sucre simple, comme le sucre en poudre que notre corps absorbe très vite, les sucres complexes sont assimilés tout au long de la journée par notre organisme. Mais si elle nous remplit bien l'estomac, on dit aussi que la pomme de terre fait grossir. Alors vrai ou faux? La pomme de terre en elle-même ne fait pas forcément grossir, puisque pour 100 grammes de pommes de terre cuites à la vapeur, ça ne représentait que 90 calories. Par rapport à du pain, par exemple, le pain, on a une valeur énergétique de l'ordre de 260 calories pour 100 grammes de pain. Ce qui fait grossir, c'est en fait la manière dont on cuisine les pommes de terre, avec notamment l'ajout de matières grasses. Par exemple, si on prépare des frites, alors c'est 4 fois plus de calories dans l'assiette. Et s'il est une recette qu'on adore depuis son invention en 1963, c'est la purée en flocons. En France, une famille sur 2 en consomme, comme chez Manon et Jade. Merci maman. De rien, ma puce. Alors les filles, savez-vous comment sont fabriqués ces flocons? En fait, ils ont coupé la pomme de terre tout en petits morceaux. C'est sec et puis la patate c'est pas sec. Et donc je sais pas ce que c'est, mais c'est pas de la patate. S'agit-il de vraies pommes de terre ou pas? Pour en savoir plus, direction la Somme. La plus grande usine de fabrication de purée déshydratée de France nous a exceptionnellement ouvert ses portes. Thomas Delcroix, le responsable de production, va nous guider. À leur arrivée, les pommes de terre sont lavées, épluchées, tranchées et cuites dans cette marmite géante. C'est 40 minutes à 100 degrés. C'est le même principe de cuisson à la vapeur qu'à la maison. Une fois cuites, les rondelles sont écrasées en purée.
Elles sont ensuite transformées en flocons grâce à cette machine étonnante. Les petits rouleaux permettent l'application de la purée fraîche sur le cylindre chaud. En fait, la surface du cylindre est chauffée aux alentours de 140 degrés. Et au contact, toute l'eau naturelle de la purée fraîche va s'évaporer. Pour observer le résultat de plus près, direction l'arrière de la machine. C'est ici qu'on peut voir notre purée déshydratée. En fait, c'est de la purée de pommes de terre sans eau. À savoir, pour fabriquer 1 kg de flocons, on utilise 5 kg de pommes de terre. Et oui, rappelez-vous, la pomme de terre contenait 80% d'eau. Notre purée fraîche est devenue une feuille aussi fine que du papier. Donc, à partir de cette feuille de pomme de terre, nous allons fabriquer les flocons. Durée totale de la transformation de nos pommes de terre crues en flocons, 1h30. C'est donc bien de la vraie pomme de terre. À la maison, il ne vous reste plus qu'à la réhydrater avec du lait et de l'eau. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la pomme de terre peut aussi être utilisée en dehors de notre assiette. Grâce à l'amidon qu'elle contient, on fabrique de la colle vendue dans le commerce. Mais comment fabriquer soi-même de la colle à partir de pommes de terre? Essayons avec Jade et Manon. Il suffit d'un peu d'eau et d'une cuillère de fécule de pommes de terre, c'est-à-dire de l'amidon pur. Passez quelques secondes au micro-ondes. Voilà, c'est prêt. C'est gluant. Mais comment je vais découper moi? Et je trouve ça très pratique, mais ça colle. Rassurez-vous, pas pour longtemps. Cette colle fonctionne uniquement pour coller du papier. Explication. La colle formulée à base de fécule de pommes de terre contient de nombreux atomes d'oxygène et d'atomes d'hydrogène. Ces atomes ont la particularité de créer des liens entre eux, c'est ce qu'on appelle des liaisons de type hydrogène. Le papier contient également beaucoup d'oxygène et d'hydrogène, donc on va former ces interactions, ces liaisons de type hydrogène entre la colle et le papier. Ce qui fait qu'on va avoir quelque chose qui va parfaitement bien adhérer. Et si vos enfants goûtent à cette colle maison, pas de panique, ce n'est que de la pomme de terre. Ce légume a un autre secret incroyable. On peut en faire du plastique, exactement comme celui des sacs biodégradables que l'on trouve désormais dans nos commerces. Jade et Manon vont tenter de faire un plastique maison à base de pommes de terre. Première étape, récupérer l'amidon. J'épluche les patates. Et Jade? Elle va râper les patates. Rincez vos pommes de terre râpées au-dessus d'un saladier et gardez l'eau du rinçage pendant 1 semaine. Manon et Jade ont préparé cette eau à l'avance et voilà ce que l'on obtient. Oh, ça sent pas bon. Regardez au fond du saladier. C'est l'amidon. Pour le récupérer, il faut retirer l'eau. Maintenant, on va laisser sécher pendant une bonne semaine. Voilà à quoi ressemble l'amidon après 7 jours. On peut maintenant le transformer en plastique. Il nous faut de l'amidon. Amidon. Ouais. De la glycérine. C'est quoi? La glycérine, c'est un plastifiant naturel issu des huiles végétales. On la mélange à l'amidon, on fait chauffer, puis on laisse refroidir. Et c'est là qu'opère la magie. L'eau va s'évaporer, mais par contre, la glycérine va rester à l'intérieur des chaînes d'amidon. Et on va obtenir un matériau qui sera très flexible et très souple. Sans glycérine, notre feuille d'amidon casserait comme ceci. Alors, que va donner le plastique de nos chimistes en herbe? Eh ben, c'est notre plastique après 1 semaine. Oh là là! Bravo les filles, le résultat est tout simplement bluffant. Tu te rends compte, ça c'était de la patate avant. C'est surtout que je m'étonne, c'est que nous, on l'a fait quoi. On est des championnes. Vous l'avez vu, la pomme de terre est un légume facile à transformer, ultra nourrissant et qui se plie à toutes nos envies grâce à l'amidon qu'elle contient. Autant de raisons de l'aimer encore plus. Yaourt, crème fraîche, beurre, fromage, les produits laitiers en France, on adore ça.
Nous en consommons en moyenne 120 kg par an et par personne, soit plus de 300 grammes par jour. Mais comment le lait peut-il être transformé en autant de produits si différents? Quels sont leurs effets sur notre santé? Le lait est-il vraiment bon pour tout le monde? E égale M6 vous dit tout. Lucille, Cléo et Gabrielle, 3 petites filles de 6 et 7 ans, raffolent du lait. Nous avons donc disposé sur cette table différents aliments contenant du lait de vache. Sauront-elles les reconnaître? Attention, il y a des pièges. Le yaourt en pot comme ça, la crème fraîche, du fromage, du lait de coco. Raté! Le lait de coco n'est en fait pas un lait mais un jus végétal. Quoi d'autre? Les beurres. Bravo les filles! Pas moins de 4 produits différents trouvés. Mais comment arrive-t-on à fabriquer autant de produits avec ce simple liquide blanc? Alors ça, je sais pas du tout. Pour mieux comprendre, direction une ferme de Seine-et-Marne. Bonjour les filles. Alors vous êtes venues voir les vaches? Brigitte, la fermière, s'occupe de 60 vaches laitières. Qu'est-ce que vous voulez savoir alors sur les vaches? Comment on fait le lait? Ben déjà, une vache, pour avoir du lait, c'est comme nos mamans à nous. Elle doit avoir eu un bébé. Alors elle a son premier bébé vers l'âge de 3 ans. Elle va nous donner du lait tous les jours pendant une dizaine de mois. Et ensuite, on va la laisser de nouveau se reposer. Elle aura un nouveau bébé et de nouveau, elle aura du lait. Les vaches sont traites 2 fois par jour. Une partie du lait est gardée pour le veau, le reste est pour nous. Ah voilà, ça sort, hein. Ici, pour aller plus vite, ce sont des machines qui recueillent le précieux liquide. Dans les meilleurs moments, une vache chez nous peut donner 40 litres de lait par jour. 40 litres de lait pour une seule vache, soit l'équivalent de 40 bouteilles. Impressionnant! Mais que contient ce lait de vache? Pour le savoir, direction l'école AgroParisTech, où le professeur Spindler nous dit tout. Dans le lait, on trouve principalement de l'eau, de l'ordre de 85%. Ensuite, on va avoir du sucre, le lactose, et puis ensuite, on a des protéines, qui sont des caséines et des matières grasses. Et regardez ce qui se passe quand on le met dans une centrifugeuse qui tourne à 2500 tours par minute. Voilà, on voit la crème au-dessus, et puis le lait crémé en dessous. Les globules gras se comportent comme des gouttelettes d'huile. Bon, l'huile, ça n'aime pas l'eau, et comme c'est moins dense que l'eau, du coup, en fait, la crème va remonter à la surface. Cette crème sur le dessus, c'est la crème fraîche que nous consommons. C'est elle qui contient la matière grasse du lait. Et c'est donc aussi grâce à une centrifugeuse qu'on obtient le lait écrémé, c'est-à-dire sans crème, ou demi-écrémé, avec 2 fois moins de crème que le lait entier, qui lui ne subit aucune modification. Et le beurre que vous tartinez le matin, à votre avis, comment le fabrique-t-on? Retour à la ferme avec nos apprenties laitières. Avec quoi on fait le beurre? De l'eau. Ah, ça serait trop facile. Hein? Non, on fait le beurre avec la crème du lait. La crème, c'est la matière grasse du lait. Alors donc, on va barater la crème fraîche, faire du beurre avec, vous voyez, avec cette machine qui s'appelle une barade. Hein. Et c'est parti pour 10 minutes de barattage. Allez les filles. C'est pas trop facile, hein? Ça fait un peu mal au bras. Bon les filles, vous avez tourné maintenant depuis 10 minutes. Moi je vois que le beurre maintenant il est fait. Voilà le beurre, c'est bien souple, bien mou. Incroyable! Que s'est-il passé? Dans la crème, il y a encore beaucoup d'eau. La matière grasse est entourée d'une membrane et quand on agite, on va fracturer cette membrane et la matière grasse va se rassembler. C'est purement physique, c'est-à-dire qu'en fait, les globules gras se sont rassemblés et ont expulsé l'eau. Donc, grâce à des actions mécaniques sur le lait, on peut en extraire les matières grasses sous 2 formes, crème et beurre. Avec d'autres procédés, cette fois-ci chimiques, on peut créer des fromages. Et voilà! Mais comment Brigitte a-t-elle pu transformer ce lait en un solide?
Vous avez vu, le lait, c'est complètement liquide. Et donc, pour faire du fromage, on demande que le lait coagule. C'est-à-dire que les protéines du lait se solidifient. Pour cela, Brigitte utilise de la présure. C'est une enzyme qui est extraite de la caillette du petit veau, la partie de l'estomac du petit veau qui lui sert à digérer le lait. Voilà, donc on prélève ça et c'est traité en laboratoire et on en utilise quelques gouttes pour faire cailler le lait, pour le faire coaguler en fait. Hein. Cette enzyme agglutine ensemble les protéines du lait. Voilà pourquoi il durcit. On peut aussi ajouter des ferments lactiques, autrement dit de bonnes bactéries. Dans le lait, on va essayer de récupérer la partie noble, c'est-à-dire les matières grasses et les protéines, et on va sacrifier en fait la partie moins noble qui est le sucre. Et donc, par fermentation, les bactéries vont consommer le sucre. Et elles le transforment en acide lactique, ce qui contribue à durcir le réseau de protéines et donne des arômes au fromage. Donc là, vous voyez, ça y est, vous avez un caillé coagulé. Et ce qui s'écoule, c'est le petit lait. C'est pas un cahier d'école. Non, c'est pas un cahier d'école, c'est le lait caillé. Ce lait caillé, qui s'est formé sous l'action de la présure et des ferments lactiques en quelques heures seulement, c'est le point de départ de tous les fromages. Alors donc celui-là, c'est notre petit cahier de fromage frais au départ, hein, avec lequel on a fait notre petit cœur au coulis éventuellement, ou bien notre petit fromage Eiffenserm, ou bien votre petit suisse. En fonction des bactéries lactiques utilisées, des champignons ajoutés et du brassage du caillé, on peut obtenir des centaines de fromages différents. Et ça tombe bien, consommer des produits laitiers et du lait est fortement conseillé pour être en bonne santé, car ils contiennent entre autres du calcium. Mais à quoi ça sert? Réponse de Patrick Serrogue, nutritionniste. Pour construire un os, il faut d'abord des trames protéiques. Et ensuite, il faut agréger sur ces trames protéiques des rivets. Pour que ça tienne, c'est le calcium. Il devient très dur. Le calcium est un minéral qui agit donc comme le ciment de nos os. Mais comme nous n'en produisons pas naturellement, nous devons en manger. Les spécialistes recommandent 900 mg de calcium par jour pour un adulte, soit par exemple 2 morceaux de fromage à pâte dure et 2 yaourts. Les enfants en pleine croissance devraient en consommer 1200 mg, l'équivalent d'une bouteille de lait entière. Pourtant, certains affirment qu'à l'âge adulte, consommer du lait serait mauvais pour la santé. Qu'en est-il vraiment? Il y a une polémique contre le lait en disant que pour ceux qui en consomment beaucoup, pourraient avoir des inconvénients, par exemple sur l'augmentation d'un certain nombre de cancers et tout ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de preuves scientifiques qui permettent de dire que le lait est dangereux. D'ailleurs, les autorités de santé recommandent de manger 3 produits laitiers par jour. Vous savez maintenant que le lait est à la fois le champion de la transformation, mais aussi le champion du calcium.